La première chose que j'ai envie de dire après avoir vu ce film, c'est que, une femme en chasse l'autre, hein. Salut à tous! Alors aujourd'hui, je poursuis ma rétrospective de la saga Mission Impossible en vous parlant du septième opus intitulé Dead Reckoning, sorti durant l'été 2023, à nouveau réalisé par Christopher McQuarrie, avec au casting Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, et au rayon des petits nouveaux, donc Hayley Atwell, Pom Klementieff ou encore Essay Morales. Et parmi les revenants, Henrik Czerny qui reprend son rôle de Kittredge. Alors le résumé en quelques mots, donc Ethan Hunt et son équipe doivent mettre la main sur une clé permettant d'ouvrir une intelligence artificielle qui, si elle tombait entre de mauvaises mains, pourrait tout simplement détruire le monde. Et la mission prend une tournure plus personnelle pour Hunt lorsque ce dernier se rend compte que la personne qui envisage de prendre le contrôle de l'intelligence artificielle n'est rien moins que l'un de ses anciens ennemis, et ce, bien avant que Hunt ne devienne agent secret pour le compte de l'IMF. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de ce septième opus? Eh bien, ma foi, je l'aime bien et je crois que je le préfère même largement, à l'opus précédent, à Fallout. Bref, commençons par la mise en scène. Avec Macquarie, de nouveau à la réalisation, bon, on commence à être en terrain connu, hein, j'ai envie de dire. On retrouve sa patte, à travers les 2 grosses séquences, fortes du film, qui sont en premier lieu la séquence d'aéroport et la séquence, finale, du train. Donc sa patte, on a donc un montage alterné comme ça qui jongle entre plusieurs points de vue, qui permet à la fois je veux dire, de nous faire connaître hein, les nouveaux personnages et en même temps de bien mettre en avant leur motivation, voilà, tout en jouant sur le suspense et l'action pure. Et alors, je veux dire, la séquence de l'aéroport, hein, donc on voit Hunt guidé par Benji qui se lance à la recherche de cette fameuse clé. La clé, vous l'aurez compris, qui est le vrai MacGuffin du film. Hein, donc on revient quand même à un pur esprit d'espionnage de la saga, qu'on avait un petit peu abandonné, je trouve, dans Fallout. Bref, et Hunt va se rendre compte que, tout en recherchant la clé, qu'il y a, une mystérieuse jeune femme, une dénommée Grace, donc jouée par, Hayley Atwell, qui elle-même veut cette clé. Et donc voilà quoi, donc Hunt, via sa recherche de la clé, va donc rechercher Grace. Et donc par la même occasion, on a Benji, tout occupé qu'il est à guider Ethan, doit, se rend compte en fait qu'il a une bombe devant lui et qu'il doit donc la désamorcer, et que pour la désamorcer, il doit répondre à toute une série de devinettes et que forcément en cas de mauvaise réponse, la bombe explose. Donc voilà, donc on a une séquence comme ça construite en plusieurs points, hein. Donc Hunt d'abord qui recherche la clé, puis ensuite, Grace qui, récupère la clé et qui du coup attire l'attention de Hunt. Et en fait, troisième temps, Benji qui tente désespérément de répondre aux questions de la bombe. Et donc, voilà, on jongle entre plusieurs facteurs, hein, donc le suspense, hein, l'action, et en même temps un côté plus ludique avec les devinettes. Voilà, séquence très bien maîtrisée, mais qui le sera encore plus via cette séquence finale du train, où là vraiment, encore une fois, on a une séquence divisée en trois temps. Premier temps, on a Grace qui accepte de rejoindre Hunt pour recouvrer avant tout sa liberté. Il s'agit d'une voleuse qui accepte de se faire passer pour la veuve blanche, donc toujours interprétée par Vanessa Kirby, pour, euh, pour récupérer la clé, donc par l'intermédiaire de Kittredge, hein, donc le patron de Hunt au sein de l'IMF. Et voilà, donc tout ce beau monde doit se rencontrer dans le train pour mener à bien ces trois actions, mais Hunt découvre que voilà, le train est sur le point d'exploser, et donc forcément, la séquence joue encore une fois beaucoup sur les nerfs du spectateur, sur la tension et sur l'action pure. Donc là, on retrouve vraiment toute la maestria de Macquarie en la matière, plus encore une certaine élégance, notamment dans la première séquence de l'aéroport, élégance qu'on trouvait déjà dans la séquence de l'opéra de Rock Nation. D'ailleurs, c'est assez marrant de se dire que, voilà, que ce soit la séquence d'opéra de Rock Nation ou la séquence euh, de l'aéroport de Dead Reckoning, le but étant de rencontrer une femme, donc Isla Faust dans Rock Nation et Grace dans Dead Reckoning, voilà, donc petit point comme ça que l'on reconnaît facilement. Donc voilà, donc deux grands temps forts du film. Donc je le disais, en matière de réalisation pure et de montage alterné, ça fait vraiment le taf. Ça, c'est, on ne goûte pas son plaisir. Je passe maintenant au scénario. Alors, on a une
séquence d'introduction, bah, qui prend bien son temps pour nous dévoiler la menace, hein, donc cette fameuse intelligence artificielle. On voit donc ce sous-marin russe qui croit d'abord à une attaque, ennemie et puis qui se rend compte qu'en fait, c'est peut-être autre chose et tout va jouer là-dessus, hein. Je veux dire, on voit que la séquence, en plus, est intégralement, traduite en russe, hein, ce qui permet un côté, non seulement plus réaliste mais, un peu plus émergent aussi, donc le spectateur, enfin, je veux dire, la séquence n'en est que plus crédible vis-à-vis du spectateur. Donc voilà, c'est pour bien se rendre compte de tout le poids que représente cette intelligence artificielle. Et après cette séquence, cette première séquence d'introduction, on en a une autre. On va retrouver Kittredge, hein, je le répète, qu'on n'avait plus vu depuis le premier opus, où il en était venu à pourchasser Hunt qu'il prenait pour une taupe. Ben, Kittredge voilà, on l'informe, hein, de cette intelligence artificielle, de cette menace, etc., de ses retrouvailles avec Hunt. Voilà. Et donc une double séquence d'introduction, bah, plutôt efficace, voilà, qui pose bien les bases. Et j'ai même envie de dire que le fait que l'ennemi soit l'intelligence, artificielle, bah, ça amène aussi son lot de rebondissements, quoi. Parce qu'on va voir que, bah, notamment, dans une séquence où Hunt, part pour sauver Ilsa dans la rue et qu'il est guidé par Benji, bah, on va voir que la voix de Benji va être trafiquée par l'intelligence artificielle. Hunt va vite se rendre compte que voilà, que ce n'est pas Benji qui lui parle, hein, parce que la voix se fait plus menaçante, plus stressante, même. Et même, enfin, je veux dire vis-à-vis des masques, hein, donc on sent que cette intelligence artificielle menace, non seulement, les agents au sein de leur mission, mais est également capable du pire, à l'instar de cette séquence d'introduction où, sans en dire trop, bah, ces marins russes, sont peut-être sur le point de se faire exploser eux-mêmes, mais bon voilà, c'est un petit peu, tout le plot. Et donc, ben, justement, le fait que l'intelligence artificielle, hein, vous le savez certainement, soit un sujet très d'actualité, dont on a beaucoup parlé, et qui plus est à Hollywood, où beaucoup d'acteurs et de scénaristes ont fait grève, en grande partie à cause de ça, parce ils craignent toujours d'ailleurs de se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Et j'ai envie de dire, ben, le fait que ça soit un sujet très d'actualité, pas seulement dans le cinéma, ben, fait que, voilà, on n'a pas besoin de surcomplexifier inutilement l'intrigue. À l'inverse de Fallout, hein, que j'évoquais la semaine dernière, ici, voilà, on sait ce que c'est que l'intelligence artificielle, on sait ce dont elle est capable, et donc voilà, donc on est là, il n'y a pas besoin de tout réexpliquer chaque fois, toutes les demi-heures, on sait à quoi on a affaire, et c'est très bien comme ça. Dès lors, le film, bah, n'en est que plus ludique, hein, je le disais, on a un retour comme ça à l'espionnage pur et dur, bah, à travers le MacGuffin que constitue la clé, à travers ces fameuses séquences de montage alterné que j'évoquais tout à l'heure, où on a en fait les personnages qui peuvent, je veux dire, qui peuvent communiquer entre eux, on arrive à bien cerner leur motivation, hein, que ce soit la veuve blanche, que Kittredge, Grace, etc. Ce qu'on avait un petit peu perdu, j'ai envie de dire, dans Fallout, où, voilà, dans Fallout, ça restait quand même, au fond, plus un gros film d'action que, un vrai film d'espionnage, quoi. Je veux dire, voilà, où, il suffisait de récupérer le plutonium, et puis voilà. Bon, ici, avec l'intelligence artificielle, on a l'impression que, voilà, tout le monde peut être dupé, tout le monde est suspect, en quelque sorte, hein, et tout ça, pour un pur film d'espionnage, ça s'y prête vraiment très bien. Donc, voilà, on a un plaisir beaucoup plus ludique à suivre cet opus. Voilà. Et alors, au rayon des défauts, parce que oui, il y en a quand même, hein, donc, alors déjà, on a les 2 flics, hein, donc, dont l'un est joué par, Shea Whigham qui, sous les ordres de Kittredge, suivent Hunt parce que voilà, Hunt, après avoir, convaincu Kittredge de la menace, de l'intelligence artificielle et après avoir sauvé une énième fois Ilsa, il est de nouveau traqué par, l'IMF. Donc ces 2 flics qui vont littéralement traquer Hunt tout au long de sa mission, qui sont, on a un peu l'impression que c'est un peu une espèce d'intermède comique, hein. Je veux dire, voilà, ils débarquent à chaque fois en plus, en retard, en ne se rendant pas compte, de ce qui se passe autour d'eux. Ça fait un peu,
Bah, je veux dire, un peu personnage à la Tex Avery, comme je dirais, les personnages qui débarquent comme ça, en plein milieu de nulle part, qui qui savent pas trop pourquoi ils sont là et c'est voilà, ça amène vraiment pas grand-chose, si ce n'est à la fin où Hunt, essaye de les convaincre, mais même ça, ça tombe un peu à plat donc on se demande, à quoi ils servent, hein, je veux dire, tout simplement. Ensuite, deuxième défaut, bah, c'est de nouveau le personnage d'Ilsa qui, en début de film, est de nouveau en mauvaise posture pour la troisième fois consécutive. Alors on nous refait le coup au départ qu'elle est c'est une alliée, mais qu'elle a quand même encore ses comptes à régler, et cetera, que Hunt, en a toujours après elle, et cetera. Donc on joue toujours un peu à ça et j'ai envie de dire qu'au final ça ne sert pas à grand chose parce que encore une fois, sans tomber dans le spoil, bah, c'est Grace, hein, donc Ellie Atwell, qui va prendre sa place. Et on devine justement bah, que Grace ne va pas se contenter d'être une nouvelle collègue de Hunt, mais pourrait être encore beaucoup plus que ça. Et dès lors, Ilsa, encore une fois, sans trop en dire, bah, ne va plus avoir grand-chose à faire par après dans le film. Voilà, c'est un petit peu comme si on se disait, bon ben ok, t'as fait ton temps, on va encore un petit peu parler de toi, mais cette fois-ci on a quelqu'un d'autre, donc voilà, c'est ça. Alors après, j'ai envie de dire, c'est voilà, le personnage de Grace est non seulement très bien interprété par Ellie Atwell, voilà, qui lui confère charisme et profondeur. On sent que c'est un personnage qui a un vrai rôle à jouer, qui n'est pas là uniquement en termes de love interest ou de complice. Hein, c'est une femme de caractère, une femme forte qui se laisse pas faire, qui donc voilà un personnage très travaillé, même si à la fin, notamment voilà où le trait est sur le point d'exploser, là ben, le personnage passe un peu de femme forte à femme en détresse. C'est Ethan, Ethan. Bon, je caricature un petit peu ici, mais on n'est pas loin de la vérité quand je vais dire. Et ça, j'ai envie de dire que ça, voilà, ça pèse un petit peu sur le film parce qu'on passe d'un personnage féminin comme ça très fort, très charismatique, bah, un peu à la Ilsa, hein. S'il y a bien une chose qu'on ne pourra pas reprocher à Ilsa, c'est que ça reste tout au long de la saga un personnage comme ça, très dans l'action et très fort, très utile. Alors Grace reste un personnage utile, mais je me dis que voilà, quand on voit ce qu'elle devient à la fin, j'ai un petit peu peur de ce qui lui arrivera dans la suite, hein, qu'on ne tombe pas dans le cliché de la demoiselle entre guillemets en détresse, même si la saga est toujours un petit peu passée au-delà de ça. Bon, même le personnage de Julia qui faisait office de un peu de demoiselle en détresse dans le 3, ben, J.J. Abrams avait même réussi à en faire quelque chose un peu plus intéressant, voilà, du personnage. Donc je me dis, à voir, quoi. Alors également, bon, on a un petit peu aussi, mais j'ai envie de dire là, c'est plutôt bien utilisé, du fan service. On fait revenir, vous l'aurez compris, Kittredge, hein, Kittredge qui était le patron de l'IMF, qui était lancé au basque de Hunt dans le premier parce qu'il le soupçonnait d'être la taupe. Alors ici, on rejoue un peu sur, ben voilà, c'est son métier, hein, j'ai envie de dire, à Kittredge, hein, c'est voilà, de douter un petit peu de la loyauté de Hunt ou pas, tout en nous faisant comprendre que c'est pas mauvais, bougre, au fond, fait tout ça. Alors j'ai envie de dire, le fanservice est plutôt utilisé dans la mesure où il a un vrai rôle à jouer, Kittredge. Là, on sent que ben, il est clairement appliqué dans toute l'histoire, donc voilà, ça on démord pas. Mais et alors aussi, bah, le dernier défaut que j'aurais peut-être à pointer, bah, c'est le film a été vendu, j'ai envie de dire, avec comme argument marketing la cascade de Tom Cruise. Et c'était quoi la cascade? C'était de voir Tom Cruise sauter dans le vide à moto. La séquence en elle-même dure 10 secondes à tout casser, et j'ai envie de dire, au fond, elle n'est là que pour préparer le terrain de la séquence du train. J'ai envie de dire, ok, mais alors après, c'est pas la faute du film, c'est les organisateurs du marketing, etc. Mais voilà, on se dit que là, bah, c'est un petit peu l'un des travers de la saga, c'est de plus se vendre comme du spectacle, plus que comme un film en tant que tel. Alors qu'ici, je le disais, hein, la différence de Fallout, où je trouve que dans Dead Reckoning, on revient dans de l'espionnage pur et dur à travers bah, cette intelligence artificielle qui fait que tout le monde peut duper tout le monde, que tout le monde peut être trahi, que voilà, les faux semblants reviennent comme ça en masse, que voilà, on a plusieurs personnages qui ont
même plusieurs motivations et cetera. Donc on a un côté ludique comme ça qui fait plaisir à voir et qui fait qu'on est, plus que dans un gros film d'action comme on pouvait l'être dans Fallout. Là, on revient vraiment à une pure intrigue d'espionnage, rondement menée, voilà, avec ce qu'il faut comme lot de rebondissement et c'est en ça que pour moi cet opus, bah, malgré ces quelques petits défauts que je viens d'énumérer, reste pour moi, bah, très bon film de divertissement, j'ai envie de dire, même si voilà, 2h43 et alors le suivant qui durera 2h49 et rien que ça, voilà, il y a des moments où on le sent quand même un petit peu, mais après tout, pourquoi pas, voilà. Let's bon, let's see comme on pourrait dire, hein, voyons voir, voilà. Voilà, c'en est tout pour cette critique. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Dead Reckoning, voilà, qui n'est donc plus une première partie, mais un film en tant que tel, hein, parce qu'au départ, le film devait être divisé en 2 parties, finalement non. Le prochain opus de Final Reckoning sera donc la huitième et peut-être dernière partie, voilà, on n'est plus sûr de rien, Hollywood. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'appréciez, si c'est peut-être votre préféré de la saga, on en discute, on en débat. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Salut, ciao.